Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, votre émission préférée sur le sport local. Dans ce nouvel épisode, il y aura comme d'habitude des analyses, des débats et des duels acharnés entre nos experts sur l'actualité sportive du département pendant près d'une heure. Aujourd'hui, 4 superstars du sport local nous font l'honneur de venir sur cette émission. Présentation en musique. On commence à ma droite par l'un des pères fondateurs de cette émission. Il est notre spécialiste cyclisme, c'est un véritable compétiteur dans l'âme. Il a raflé récemment la 2e place au championnat du monde de Masters. Comme sur la piste, il ne lâche rien sur ce talk pour nous apporter des analyses pointues et détaillées. L'excellent, le capitaine Yann Dujarier est avec nous, le pistard de Vélizy 78. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Voilà, nouvelle émission pour vous. Prêt. Voilà, vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes chauffé malgré le froid qui a dehors? Oui, heureusement, il y a le chauffage dans la voiture pour venir, parce que c'est vrai qu'il fait bien froid en ce moment. Voilà, et tant mieux, on va avoir un vrai hiver. Et vous êtes préparé également au niveau de vos analyses? Oui, pour cette émission. Comme d'habitude, vous êtes chauffé. On passe de l'autre côté à musique. Elle est aussi douce que la neige, mais elle ne vous laissera pas de glace avec ses analyses et son sens de la répartie. Sur les bars de pole dance de son club de Versailles, elle n'hésite pas à réchauffer l'atmosphère avec des figures incroyables toutes les semaines. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour. Voilà, la présentation vous reflète bien? Oui, j'aime bien. Puis douce comme la neige. Et en plus, c'est de circonstance aujourd'hui, donc voilà. Ça me plaît bien. On a sorti les pulls en tout cas. C'est ça, oui, il faut. On repasse à ma droite, musique. C'est peut-être l'un des hommes les plus brillants des Yvelines. Il connaît tout sur le sport local, ou presque. C'est une encyclopédie humaine. Pour la tirer dans cette émission, aujourd'hui, nous avons dû lui promettre un livre sur le sport local pour Noël. Le professeur Frédéric Anderson du club du football américain des Templiers d'Elancourt est avec nous. Et nous fait l'honneur de venir sur cette émission une nouvelle fois. Ah, toujours, avec grand plaisir. Voilà, c'est le petit livre de Noël sur le sport local. Ça fera plaisir, ça me permettra de... C'est votre cadeau un peu tendance cette année. Pour étudier les livres, c'est toujours pratique. Alors on termine sur tour de table à ma gauche. Il est le champion de la répartie, le Sébastien Chabal des punchlines. On l'avait perdu de vue depuis plusieurs émissions, mais il a affronté le froid et le verglas pour venir aujourd'hui. Mais on sait d'avance qu'il ne prendra pas de gants dans cette émission. Il vous a manqué, il nous a manqué. L'ex-entraîneur de plaisir, la légende Jean Miss, est avec nous pour cette émission. Bonjour Jean. Bonsoir Mickaël. Voilà, vous avez un petit peu perdu de vue sur les derniers rendez-vous. Une émission. Deux émissions. Ah bon? Vos fans me le précisent dans l'oreillette justement. Ah deux bon émissions. Deux? Ah bon, j'ai pas dit qu'une, moi. Voilà. Une seule. Moi, je suis un peu en forme. J'espère que je vais pas être trop dissipé par mes camarades. Voilà. Sinon. Surtout par vos camarades, pas par, pas par vous. Oui, pas par moi. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de boxe avec la très belle victoire de l'élan courtois Adila Moumadi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Une victoire qui lui permet d'espérer un titre mondial dans les prochains mois. Nous reviendrons également sur la Transat Jacques Vabre. 2 Yvelinois ont terminé dans le top 10. Mais avant de développer ces thèmes, nous allons parler de handball et de la très belle performance du club de plaisir. On commence donc par du handball et le championnat de National 3. Le promu Plaisir n'en finit plus de gagner dans cette division. Les Plaisirois se sont imposés 29-27 à domicile contre Marolles. Une équipe pourtant favorite pour la montée en fin de saison. Pour battre son adversaire du jour, l'entraîneur plaisirois Victor Garrigui avait mis en place une stratégie. On l'écoute. Je pense qu'on a très bien exploité à un moment donné où ils ont décidé de jouer un joueur de plus, où on a pris le choix tactique de ne pas s'aplatir et de laisser quelqu'un dans la circulation, ce qui les a gênés. Et du coup, comme ils jouent sans gardien, on a récupéré des ballons qui nous ont permis de mettre des buts dans un but vide, tout simplement. Même si on aurait pu être encore plus efficient sur cette partie-là. Bon, on met 2 buts dans un but vide, il y a plus 2 à la fin. Voilà, la messe est dite. Avec cette victoire, Plaisir occupe désormais la 2e place du championnat avec un bilan de 5 victoires et 2 défaites en 7 matchs avec une dynamique de 4 victoires consécutives. Mais le capitaine de l'équipe, Benjamin Modeste, ne s'enflamme pas. On l'écoute. On savait que celui-là, ça allait être très très costaud. On s'est très bien préparé toute la semaine et on est content, ça paye. 3 points. Ça veut peut-être dire que nous aussi, on est peut-être costaud. Voilà, je pense que maintenant, on va être attendu un peu partout et que voilà, rien n'est joué cette saison. On perd 2 matchs, on est 8e, on en gagne 2, on est premier. Donc voilà, chaque match va être très très important et décisif. Bon, on voit bien que dans sa réponse, Benjamin Modeste reste modeste, effectivement. L'équipe reste humble. C'est une force, Yann Dujarier, justement, que l'équipe garde un peu les pieds sur terre malgré cette très bonne dynamique, je le disais, de 4 victoires consécutives. Oui, le championnat n'est qu'à son début, voilà. 7e match. Oui, 7e match, donc ils ont pas fait encore. On n'a pas encore passé la première. On n'a pas encore passé tous les matchs allés, donc ils ont raison d'être prudents. Moi, je pense que là, sur ce type de résultats, je
pense qu'aujourd'hui, ils ont déjà acquis l'objectif de début de saison qui devait être de rester en National 3. Donc c'est déjà une belle satisfaction. Et puis voilà, de continuer de prendre les matchs un par un sans avoir peur. Mais en effet, maintenant, ils vont commencer à être attendus par les autres équipes. Mais voilà, ça va pas. Moi, je pense pas que ça changera leur dynamique et puis leur envie de continuer sur ce rythme. La question sur ce thème, peuvent-ils tenir le rythme toute cette saison ? Yann, vous me faites des transitions magnifiques. Est-ce qu'ils peuvent tenir le rythme toute cette saison ? C'est Plaisirois. Oui. Vous êtes tous unanimes. Jean, pourquoi ? Vous avez répondu oui. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas Voilà. Non, mais parce que tout simplement, ce qui est engrangé là maintenant, c'est engrangé. Après, ils ne sont pas sauvés, parce que quand on regarde le classement, quand même, c'est très serré. Très serré, oui. Je crois qu'entre l'avant-dernier et le deuxième, c'est-à-dire Plaisir, il y a 5 points, je crois. Voilà. Marolles, par exemple, qui a été battu par Plaisir, était deuxième, juste avant la rencontre. Voilà, donc, vous voyez, regardez, c'est tout dans un mouchoir de poche, quand même. Voilà. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas non plus tirer des plaques sur la comète en disant... Mais ils ne sont pas loin des premiers également. Fait. On le voit à 19-17. Voilà, tout à fait. Non, mais tout est dans un mouchoir de poche. Donc pour l'instant, tirer des conclusions hâtives, il faut éviter. Maintenant, la dynamique est là, il faut s'en servir collectivement. C'est beaucoup mieux d'être dans la dynamique de victoire que le contraire. Donc forcément, même s'ils sont attendus, puisque là, c'est sûr qu'ils vont être attendus partout, mais en tout cas, ce qui est pris n'est plus à prendre. Ce qui est pris avant l'hiver ne craint pas le gel. Donc, c'est le retour de Jean-Miss dans cette émission. Voilà, il voulait donc, une petite punchline habituelle dès le début, dès les 5 premières minutes de l'émission. Hélène, vous de votre côté, vous avez répondu oui également. Pourquoi ? De toute façon, ils vont tenir le rythme. Oui, de toute façon, ils sont déjà bien lancés dans ce rythme-là. Il n'y a pas de raison que ça change s'ils continuent. Ils ont l'envie et ils ont montré qu'ils étaient capables. Après, ils sont montés de division, voilà. Donc ça va forcément être peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, s'ils se laissent pas abattre, s'ils se laissent pas impressionner, je pense que. Ils vous surprennent, vous ? Je suis toujours ravie quand on change de classement, qu'on monte. Donc oui, je trouve, il y a un petit côté toujours impressionnant. Donc après, ils savent faire. Donc faut travailler encore, mais ils savent le faire. Il n'y a pas de raison que ça soit autrement. Frédéric, ils ont déjà prouvé qu'ils avaient leur place dans cette division ? On ne gagne pas 5 matchs par hasard non plus. C'est aussi l'effort, le fruit de tous leurs efforts consentis jusqu'à maintenant. Et puis ils montrent bien que s'ils ont gagné ces 5 matchs-là, c'est-à-dire que déjà sur les matchs retour, ils ont encore la chance d'en gagner 5 de plus parce qu'ils sont capables, ils ont montré, ils ont prouvé qu'ils étaient capables. C'est pas peut-être que... Et on voit qu'ils les enchaînent aussi les victoires. Et c'est vrai que ça, c'est important parce que ça demande beaucoup de maturité. Et comme disait Benjamin, de ne pas s'enflammer à chaque match, de rester les pieds sur terre. C'est toujours important dans une équipe de ne pas s'enflammer quand tout va bien et de ne pas sombrer non plus quand tout va mal, de rester à peu près au milieu, toujours être modéré et dans la victoire et dans la défaite. C'est ça, je pense, qui permet de durer jusqu'au bout. Et ils arrivent également à gagner à l'extérieur. C'est un signe également que l'équipe fonctionne bien. Ils sont au niveau. Il n'y a pas l'air d'avoir d'équipes qui sont incapables de battre. On voit bien par leur classement, ils sont déjà deuxième de leur classement, même si c'est que 7 matchs dans la saison, on voit qu'ils ne sont pas là par hasard et que ce qu'ils ont gagné l'année dernière, ils confirment encore cette année et c'est vraiment une bonne chose. Yann, vous êtes d'accord ? Ils ont prouvé déjà ? Ouais, la seule chose que je leur souhaite pas, c'est de terminer premier du championnat et de monter en National 2 directement. Je pense que s'ils veulent pouvoir assumer une montée future, faut pas qu'elle se fasse dans la précipitation. Faut que ça se fasse par étapes. Donc voilà. Après, ils ont attendu quand même 7 ans avant de monter justement en National 3. Peut-être que l'équipe est déjà faite. Peut-être pas. On va pas leur souhaiter d'attendre 7 ans pour pouvoir monter en National 2. Mais voilà, peut-être une saison ou deux en National 3, bien se structurer pour pouvoir monter parce qu'ils ont quand même pas fait énormément de recrutement sur le changement. Bien sûr que peut-être que l'année dernière ils ont pu monter peut-être avec une forte domination. Voilà, faut rester prudent en arrivant à ce niveau-là pour ne pas rentrer dans une spirale qui pourrait être négative et être préjudiciable parce que on peut très rapidement vite retomber très bas. Donc voilà, faut vraiment construire et rester rester et sans non plus aussi vouloir aller trop haut.
Il y a un moment où il faut savoir rester à sa place aussi. Et maintenant. Donc vous leur conseillez de terminer dans les 4-5 premiers, mais pas premiers. À plaisir, cette année, au rugby, ils ont plus de mal. Beaucoup plus de mal. On va en parler, je crois, un peu plus tard. Mais voilà, c'est bien. Il y a un plaisir qui remplace l'autre. Mais voilà, faut faire attention. C'est une ville sportive. C'est une ville sportive, tout à fait. L'effet de surprise, Jean, vous pensez qu'il va disparaître également sur la phase retour des matchs de National 3 ? Ah non, il n'y a plus d'effet de surprise. Il n'y a plus d'effet de surprise selon vous ? Là, ils se sont affirmés comme prétendants à la montée en National 2. Quand on est deuxième du classement avec 5 victoires sur 7 matchs, il n'y a plus d'effet de surprise. D'ailleurs, le capitaine a eu la lucidité de dire qu'ils maintenant ils sont attendus partout. Il n'y a plus de surprise là. Après, c'est une poule qui a l'air très serrée parce que je vois les résultats. C'est quand même, c'est toujours des résultats assez de 2-3 buts. Beaucoup de rencontres se jouent à 1, 2 ou 3 buts, quoi. Donc ça veut dire que les équipes sont assez équilibrées dans cette poule. Donc il faut vraiment qu'ils restent lucides, concentrés et surtout avec beaucoup d'humilité, continuer à travailler et garder cette place en haut du tableau. Après s'ils peuvent monter en National 2, je suis pas tout à fait d'accord avec mon camarade, parce que s'ils peuvent monter de suite en National 2, faut pas qu'ils hésitent, parce que, comme vous avez si bien dit, ils ont attendu 7 ans pour monter de pré-national à National 3. Donc là, s'ils avaient donc s'ils ont une opportunité, chance, une petite porte qui s'ouvre, il faut s'ils ont la porte qui s'ouvre, déjà, c'est qu'ils vous. l'auront mérité sportivement, parce que c'est jamais facile une montée, et je crois qu'il faut la prendre, et puis après travailler avec de nouveaux éléments, mais il faut surtout pas laisser passer une montée. Frédéric, il va falloir qu'ils changent de stratégie peut-être sur les prochains matchs. Là, ils ont joué sur l'effet de surprise, mais peut-être qu'ils devront composer avec d'autres éléments sur les prochaines rencontres. Bon, on verra bien. Après, c'est aussi la qualité de l'entraîneur, sa capacité à analyser les adversaires qui vont se mettre à travers de leur chemin. Sur le dernier match, en tout cas, son coup de poker a bien fonctionné. Oui, et puis après, même si les équipes adverses maintenant commencent à voir leur niveau et ont peut-être une petite idée de leur qualité, leur force et leur faiblesse, c'est aussi vrai pour plaisir et pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire que même si les adversaires ont des nouvelles données sur eux, eux aussi, ils savent quel type de jeu développent les autres équipes. Et c'est vrai que dans la durée, comme il y a les matchs aller-retour, je pense pas qu'ils se feront surprendre plus que ça sur le retour. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir ce que sont devenus tous les premiers qui les ont maintenus à la 2e place pendant 7 ans. Est-ce qu'ils sont toujours en National 3 ou est-ce qu'ils sont montés au-dessus ? Parce que ça se trouve, ils sortent d'une poule qui est vraiment très forte. Et au final, leur montée leur permettrait peut-être de sauter Ils ont loupé une montée il y a 3 ans juste pour 2 buts inscrits. Donc ils avaient le niveau, sauf pour 2 buts. Donc s'ils sortent d'une poule qui est vraiment forte, avec les autres équipes qui ont continué leur montée, leur ascension, ils peuvent espérer suivre le même chemin. Et vous pensez qu'il peut y avoir une baisse physique ou pas sur les prochaines rencontres ? Là, ils ont démarré assez fort. Est-ce qu'il peut y avoir une baisse physique après la trêve, par exemple, hivernale ? Ils ont quand même, j'espère pour eux, un préparateur physique qui évite ce genre de choses et qui prévoit le trou physique au moment où il le faut, par rapport aux objectifs du groupe et à l'état de forme des joueurs, parce que ça, c'est vrai que c'est à prendre en compte aussi. Il ne faut pas qu'ils aient des blessés, parce que ça fait partie du sport, malheureusement. Et s'ils arrivent à conserver le groupe et la dynamique qu'ils ont actuellement, je crois que ça peut vraiment leur sourire. Il n'y a pas de souci. J'y crois, moi. Vous y croyez ? Ils montent cette année ou pas, selon vous, Jean-Miss ? Ils montent. Oh non, mais on peut pas dire ça. On est à un tiers du championnat. Un tiers du championnat, il faut être Nostradamus là, pour dire s'ils montent ou pas. Surtout que c'est très serré, ça se joue à des détails. C'est une montée sur cette poule qui se jouera à des détails. Il y a trop d'éléments extérieurs à prendre en compte pour savoir. Et je parlais des blessures. 2 matchs gagnés, on est premier, 2 matchs perdus, on est 8e. Donc on attendra encore un peu. Voilà. Alors nous allons à présent passer à notre deuxième thématique. Elle concerne la boxe. Le 11 novembre dernier, l'élan courtois Adila Mohammadi a conservé sa ceinture européenne des poids super moyens en battant au point le Français Christophe Rebras au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les 3 juges l'ont désigné vainqueur. On écoute la réaction d'Adila Mohammadi juste après son combat. Encore champion d'Europe dans les Yvelines, grande fierté et encore merci pour ceux qui me soutiennent. Fierté et un objectif terminé, on est parti pour d'autres objectifs encore, le monde. On l'a entendu dans sa réaction juste après ce combat, il pensait déjà au titre mondial dans la catégorie, mais peut-il réaliser cet exploit à 37 ans ? Oui ou non ? Vous votez.
37 ans, Adila Moumadi, champion d'Europe. Vous êtes indécis, Jean-Miss. On fait un petit duel entre Hélène et Yann. Yann, vous commencez. On a Vous êtes vu... le seul. Je suis le seul contre, mais non, il y a un moment où faut être réaliste. Le problème, je pense pas qu'il. Enfin, le souci qu'il y a, c'est qu'en face de lui, il y a, au niveau mondial, il y a un jeune Anglais qui l'a on va pas dire ridiculisé, mais qui l'a mis KO au premier round la dernière fois. Donc Callum Smith, voilà. qui est le champion de la catégorie, 23 combats. Pour 23 victoires à 27 ans. Voilà, donc on voit son 10 ans combat de d'ailleurs moins, contre Attila. 10 ans de moins, il a un gabarit, il est plus grand, il a une plus grande allonge. Je pense que voilà, on peut pas dire que que notre Français n'a pas le niveau. Adila a largement le niveau pour être champion du monde, mais voilà, en face de lui, il y a cet Anglais qui est phénoménal dans la catégorie. Mais attention, c'était en avril 2016. Oui, d'accord. Mais oui, Adila était plus jeune. Adila était plus jeune. Adila était plus jeune. Alors après, je sais que c'est un boxeur qui arrive sur le tard, mais je pense quand même que là, pour lui, c'est peut-être un petit peu trop tard, malheureusement. Et c'est quelque chose qu'il aurait certainement pu obtenir s'il avait commencé la boxe plus tôt. Maintenant, quand on le voit. Quand on l'entend, en plus à la fin d'un match qui s'est terminé, qui a été jusqu'au 12e round, jusqu'au 12e round, où il a l'air quand même relativement frais, il est pas abîmé et il ne pense qu'à ça, donc c'est quelque chose qui l'anime. Ce combat a été considéré par les spécialistes de boxe en France comme l'un des plus beaux de l'année. Donc un beau combat. Moi voilà, on le voit là, il est frais, enfin. Comme je disais, ouais, ça l'anime, c'est quelque chose qu'il a envie, mais il faut qu'il l'essaye. Mais maintenant, voilà, je lui souhaite beaucoup de courage parce que remonter sur le ring après avoir eu un KO au premier round, alors soit il en a tiré les leçons et il a appris énormément de cette défaite, et donc il sent qu'il peut le faire. Mais voilà, ouais, bon courage Depuis 3 victoires en 3 combats. Depuis Callum Smith. Ouais, mais bon, c'est pas au niveau mondial. Oui, mais justement, Hélène. Je donc pense vous, que... c'est possible pour vous. Après, oui, il a l'expérience, la motivation. On voit sa réaction, comme t'en parlais. Est-ce qu'il va forcément se retrouver face à Callum Smith? Callum Smith. C'est champion du monde. Ah oui, pour des femmes, ouais. Ouais, donc là, c'est. Faut Ça va être voir. Compliqué. Après, il y a d'autres matchs. Il a l'air d'y croire. Il a l'air d'y croire et on peut pas lui enlever ça, quoi. C'est son dernier objectif. Bah oui, mais bien sûr, mais oui. On veut tous être champion du monde. Vous le premier, Yann Dujarier. Exactement. Vice-champion du monde à plusieurs reprises. Frédéric Anderson. Ça, ce sera quand? Midor, quoi. Frédéric Anderson. Non, après, être champion du monde, c'est toujours quelque chose de compliqué. Après, je pense que il est champion d'Europe, donc il est. Et il a conservé sa ceinture au Vélodrome national de 51 livres. C'est un champion continental. Je pense que il a la légitimité au moins pour prétendre à la couronne mondiale. Et il est champion d'Europe alors que l'Anglais l'est pas. Même s'il est champion du monde, l'autre l'est pas champion d'Europe. Donc on peut présenter aussi l'affaire sous cet angle. Après, on voit aussi des boxeurs qui durent, qui pratiquent une belle boxe jusqu'à tard. Hein. Quand on voit Pacquiao ou Mayweather, qui ont la quarantaine. Ils sont restés longtemps au top jusque tard. Ils sont de la même génération. Ils ont des âges similaires. Là, il y a 10 ans d'écart entre... Moi, je le vois quand je concours avec des jeunes qui ont moins de 30 ans. C'est un peu compliqué quand même. Mais d'un autre côté, les petits jeunes n'ont pas réussi à leur piquer leur place. Donc, c'est deux vieux, mais les nouveaux sont pas passés devant. Là, ils tombent sur un jeune. Ils tombent sur un jeune qui est très bon. Voilà. Donc, il y a les deux. Il y a une différence d'âge qui est là, et en plus, ce jeune Anglais est très doué. Donc, ça fait beaucoup, je pense. Je trouve que ça fait. Je pense que ça fait beaucoup. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut que lui souhaiter, hein, bien sûr. Un match mondial, ça se prévoit. Et il sera ça serait quand? Logiquement vers le mois de juin 2018. Ça fait un peu de préparation, mais c'est sûr qu'il va falloir se surpréparer vu le niveau qu'il a en face il et puis faut la que résistance. le combat soit organisé. Oui, ce qui n'est pas encore assuré à 100%. Jean-Miss, 23 victoires, 4 défaites et un seul nul pour Adila Moumadi. 3 victoires consécutives en un an environ.
il est peut-être sur une pente ascendante, peut-être un niveau qu'il n'a jamais atteint auparavant? Alors moi, j'ai répondu ni oui ni non. Pour la simple raison, c'est que effectivement, c'est sa dernière chance, ça c'est sûr, à 37 ans. C'est sa dernière chance de pouvoir atteindre l'objectif et le titre suprême. Mais je pense que vous avez vu comme moi le premier combat. Même avec beaucoup de préparation, je pense quand même que ça va être, malheureusement, ça va être quand même mission impossible. Tellement l'anglais est quand même au-dessus. Je crois qu'il n'a pas dû mettre 15 coups de poing, notre Français. Hein. Il a été... Après le contre, il aurait pu avoir également un contre d'Adila Moumadi sur le premier round. Ouais, mais franchement... Finalement, c'est un seul coup qui a décidé de la suite du combat. Ouais, non, mais là, contre l'anglais, le premier combat contre l'anglais, je trouve qu'il y a une domination beaucoup trop importante de l'anglais. À la vue de ce combat, alors bien sûr que ça va lui servir de leçon. Et c'était à l'extérieur également ce combat. Est-ce qu'il a... je crois pas que ce soit le fait d'être à la maison ou à l'extérieur qui va changer. Je crois que là, on a quand même un boxeur qui est un cran au-dessus, pour moi. Un cran au-dessus et qui sera... après, voilà, la boxe, c'est un petit peu aussi le propre de ce sport. Hein, c'est que tout peut arriver, quoi. Et puis il peut avoir une ouverture et le mettre KO. Mais ce sera très très compliqué pour moi. Il pourrait y avoir une certaine appréhension de Adila Moumadi parce qu'il devra affronter cet Anglais, Callum Smith, vu qu'il a été battu au premier round. Est-ce qu'il peut y avoir une appréhension par rapport à ce combat? Non, il n'a pas d'appréhension. Là, la manière dont il en parle juste à la sortie de son match, il est surmotivé, il a qu'une envie, c'est ça. Et c'est vraiment ce qui me fait penser qu'il va essayer d'aller faire organiser ce match pour aller le chercher. Mais c'est vrai que quand on voit pour moi ce que dit Jean, c'est ça, c'est pour la marche elle est trop haute. Si c'était un match qui s'était joué même à KO au bout de 5, 6, 7 rounds, peut-être qu'il y aurait une possibilité. Là, ça a été super rapide, quoi. Donc c'est... Ouais, non, il n'a pas été cueilli à froid, c'est ça qui est pour moi. Il n'a pas été cueilli à froid, c'est pas un coup comme ça, tac, il a été cueilli. Là, je veux dire, l'anglais a vraiment étalé sa classe, sa puissance, sa vitesse. Et là-dessus, il n'a pas su répondre. Hein. Alors, après que ça lui ait servi de leçon, c'est certain, mais je ne crois pas qu'il ait vraiment les moyens en boxe pour vraiment aller rivaliser avec cet anglais. Peut-être en vélo, faire le championnat du monde en vélo entre les deux. Ouais, face à vous? Non, entre eux. Ouais. Pour moi, ça sera compliqué. Au Vélodrome. Frédéric Je le Anderson. souhaite, parce que c'est un boxeur, on ne sait jamais si on le croise. On ne sait jamais, quoi. On te le souhaite. Non, mais il est très sympa et c'est vrai que là, l'image, enfin ouais, la fraîcheur qu'il dégage à la fin d'un combat qui a été jusqu'au 12e round, c'est impressionnant. Justement, l'hygiène de vie, Adila Moumadi préconise beaucoup, parle beaucoup de son hygiène de vie à 37 ans. Son hygiène de vie, ça peut faire la différence sur ce combat? Comme nous. Oh bah, toujours, dès qu'on est sur le sport de haut niveau, tous les détails comptent. Hein. Quand on regarde sur un 100 mètres, c'est jamais qu'une différence de moins d'un dixième de seconde. Ça se joue sur pas grand-chose, donc le moindre détail est magnifié à aucun tube. Enfin, il suffit juste d'être un chouïa au-dessus, donc il suffit de faire la différence. Si la nourriture et l'hygiène de vie, ça peut faire la différence. Ça peut peut-être être la clé. Après, comme on disait, c'est pas forcément l'hygiène de vie qui a fait la différence sur le match. Il y a un autre paramètre également qu'il faut prendre en compte, c'est qu'Adila Moumadi travaille comme animateur dans un centre de loisirs à Elancourt, ce qui n'est sûrement pas le cas de Callum Smith. C'est aussi un paramètre à prendre en compte. Smith, quand on le voit, il n'a pas l'air non plus de manger de la brioche. Hein. Il a l'air d'envoyer des œufs et du blanc de poulet. Hein. Il ne fait pas semblant non plus, le garçon, quand même. Donc, je ne pense pas qu'on puisse compter sur un moment d'inattention ou un relâchement de concentration le jour J. À mon avis, il a l'air de savoir de quoi il parle. Bon, on verra ça dans les prochains mois. On passe maintenant à notre coup de projecteur et on reste au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines a fait le plein le 11 novembre dernier pour ce grand gala de boxe dont on parlait juste avant. Ils étaient plus de 6000 spectateurs dans les travées de l'enceinte sportive. Tous étaient ravis de voir de la boxe au Vélodrome. On les écoute.
C'est un bel endroit, je pense, pour organiser ce type d'événement. Ouais. Ah non, c'est une belle structure, franchement, c'est top. Hein. Déjà, le fait que ça se passe au Vélodrome, c'est super, d'autant plus qu'il n'y a pas de gros événements qui se passent au Vélodrome, des événements sportifs. Donc là, c'est vraiment un bel événement et il faut que ça continue, tout simplement. Il faut faire vivre ce Vélodrome. Quelques jours après ce grand gala, un autre événement d'envergure était programmé au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, les championnats de France de première division. La structure a une nouvelle fois attiré plusieurs milliers de spectateurs. On écoute une judoka à la sortie de la compétition. Déjà que les tapis soient en ligne, c'est assez rare que sur une compète comme ça, les tapis soient en ligne. Et ouais, donc c'est assez bien. Je pense que pour le public, ça doit être assez agréable aussi. De pouvoir avoir la vue sur tout. Moi, c'est sympa, c'est pas mal. Ça change. Du vélo au Vélodrome, Yann Dujarier. Oui, du vélo au Vélodrome. Moi, je reste toujours assez impressionné par quand je vois des épreuves comme le judo, un vélodrome plein, et quand on organise une compétition de vélo, le vélodrome est vide. Donc, choisir ton sport. non, mais donc là, il y a un problème. Alors, je pense pas que le problème vienne des Saint-Quentinois. Je pense que le problème vient des fédérations. De la Fédération française de cyclisme qui ne fait pas son travail. On apprend aussi de la Fédération française de judo qui fait très bien son boulot. D'un combat de boxe qui est organisé en 3 semaines et qui arrive quand même à amener 1500 personnes dans le Vélodrome. Donc une réussite, alors que j'avais un gros doute aussi sur la capacité de ramener du monde. Et voilà. Et nous, on organise un championnat d'Europe il y a 1 an maintenant, ouais, c'est ça. Et puis le Vélodrome était vide tous les soirs, sauf le samedi soir. Donc là, je pense qu'il y a un gros problème. Et donc c'est sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, je pense vraiment que la Fédération française de cyclisme ne fait pas son travail de communication pour encourager les jeunes à venir découvrir cette discipline qui est pour moi, qui est à mes yeux la plus belle du cyclisme. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de notoriété peut-être par rapport au cyclisme aussi? Un déficit de notoriété, je vais juste donner des noms. Pardon. Sur la piste. Florian Rousseau, tout le monde connaît Florian Rousseau, je pense. Ou alors. Je connais son frère, moi, Jean-Jacques. C'est un problème de promotion, de publicité. Je pense que c'est ça. Complètement. Et parce que au début on se disait c'est parce qu'il n'y a pas de parking, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Ouais, mais les autres peuvent le faire. Donc pourquoi est-ce que quand il y a du vélo on n'y arrive pas, alors que c'est le Vélodrome national? Moi je pense que c'est là qu'il faut réfléchir, il faut trouver les solutions. Il y a une époque, il y avait les Trentins et Morellon. Tout à fait, bien sûr. Bon, j'ai juste dit Florian Rousseau parce que c'était ma génération. Au moins on en parlait. Aujourd'hui Florian Pervis, c'est pareil, c'est dans le milieu du cyclisme. François Pervis. J'ai dit quoi? Florian. J'ai fait un C'est son frère aussi. J'ai fait un mix. Mais François Pervis, c'est pareil. C'est aujourd'hui, tous les jeunes qui font du vélo connaissent François Pervis. Grégory Boget a porté très très haut les couleurs de la France pendant plusieurs années. Donc la notoriété du cyclisme, non, je suis désolé, on a toujours eu des champions du monde. Oui, il y a peut-être eu des creux, mais ça a été très très court. Aujourd'hui, Sébastien Vigier et puis Mathilde Gros sont les 2 prochains qu'il faut voir courir et qu'il faut faire courir. Donc non, pour moi, voilà, il y a un souci. Il faut le prendre dans le bon sens pour remplir ce Vélodrome. Donc on va refermer votre coup de gueule, Yann Dujarier. Merci. Voilà. Ouais, c'est ça. Coup de gueule de 5 minutes. Problème des sports mineurs. Alors en 1 mois quand même, le Vélodrome a tiré 2 des plus gros événements en Ile-de-France. Ajoutez à cela des coupes d'hiver de cyclisme sur piste. Yann Dujarier, un record. Le grand gala du club de cyclisme de Vélizy 78 également, qui a réuni plus de 1500 personnes au début du mois. Au mois de mars, il y a eu un match de D1 féminine entre ici Paris et Brest. Le record de Robert Marchand en janvier dernier sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines à 105 ans. On a beaucoup tapé sur le Vélodrome dans cette émission, mais là, on a l'impression que la tendance s'inverse. La question sur ce thème, avez-vous le sentiment que le Vélodrome national a franchi un palier? Oui ou non? Avec toute l'organisation qui s'est faite sur ces derniers mois. Une avancée, tout du moins une belle avancée. Oui, non. Jean, vous êtes encore indécis, une nouvelle fois? Palier était comme ça. Non, bon, on fait un petit duel entre vous, Jean, et Yann. Alors. Allez, Jean, vous commencez. J'ai mis non parce qu'il a mis oui. Un palier, je sais pas,
pallier parce qu'il y a beaucoup d'organisation, mais c'est le propre d'un groupement sportif, quoi, c'est l'utiliser. Deux des plus gros événements quand même en Ile-de-France. Deux des plus gros événements, d'accord. Mais alors, c'est la base d'un équipement sportif, c'est l'utiliser. Donc s'il n'est pas utilisé, il coûte des sous. Donc autant l'utiliser. Et l'utiliser avec des sports qui amènent du monde. C'est-à-dire à travers la boxe et le judo. Et non pas... c'est bien de dévier cette structure du sport initial pour lequel il était prévu et qui visiblement n'attire pas son monde. Parce qu'il y a même aussi, vous avez oublié de citer, il y a eu aussi d'organiser la tartiflette géante du club du 3e âge de Montigny-le-Bretonneux, qui a attiré 2500 personnes. Donc on voit bien qu'il y a des sports qui n'arrivent pas... Des odeurs de fromage dans le vélodrome pendant qui n'arrivent pas à ce niveau-là. Faites un petit apéro, un petit truc. Donc maintenant, à vous, monsieur Dujarrier. Non, moi, donc, par contre, je voulais quand même féliciter du coup le directeur du vélodrome pour le Hugues Jarraud. Voilà, Hugues Jarraud qui fait un travail, un très très gros travail. Pourtant, vous étiez pessimiste au début de sa nomination, quand il avait été nominé à l'époque. Oui, parce que il aime personne, lui. Non, on avait peur parce que il voulait faire une Bercy et donc on avait peur pour nos activités cyclisme. Globalement, ça se passe pas trop mal. Maintenant, c'est vrai que la multiplication des événements le week-end font que les créneaux cyclistes disparaissent. Donc ça, c'est moi je m'entraîne beaucoup le week-end en vélo, donc ça va falloir que ça s'arrête à un moment ou à un autre. On va supprimer la boxe pour les entraînements d'Yann Dujarrier. Blague à part, c'est vrai qu'ils ont des pistes et ils veulent développer quand même l'activité cyclisme et donc encore promouvoir avec de très belles épreuves type des 6 jours. C'est vraiment l'objectif du Vélodrome, c'est d'avoir une épreuve de 6 jours sur le Vélodrome. Qu'est-ce que c'est une épreuve de 6 jours pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas? C'est des réunions pendant 6 jours. Alors à l'époque, ça tournait pendant 6 jours, ça ne s'arrêtait jamais. Maintenant, c'est chaque soir, mais donc avec plein d'épreuves, des épreuves d'endurance, des épreuves de sprint. C'est du vélo, ça. C'est du vélo. Ça n'attire pas le monde. C'est un vélodrome, donc il faut qu'il y ait du vélo au vélodrome. Et ils voudraient aussi avoir des Revolution Series. C'est une épreuve qui est née en Angleterre il y a quelques années, et donc peut-être pouvoir délocaliser et le faire en France. Ça a été annulé l'année dernière, mais le projet reste quand même. Ils sont toujours en contact, et donc voilà, ils veulent continuer de promouvoir et d'organiser de belles épreuves, et donc avec des belles affiches. Le club de Vélizy souhaite aussi organiser quelque chose. Alors peut-être l'année prochaine ou en 2019, un Grand Prix qui ne serait basé que sur de la vitesse, avec un très très beau plateau de champions internationaux. Voilà, on a des idées. Maintenant, voilà, il faut que tout le monde joue le jeu pour que ça suive. Hélène, allez-y. Hélène, qui a raison, qui a tort? C'est moi. C'est moi. Vous étiez plutôt du côté de... Non, mais je pense que c'est bien, c'est vraiment bien de mettre plusieurs disciplines, de remplir et de faire connaître aussi le lieu. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème de communication, d'expliquer vraiment toutes. Moi, j'aimais bien l'idée des 6 jours là, avec vraiment des épreuves différentes tous les soirs, etc. Est-ce que ça a déjà été fait? Bien sûr. Oui, non, mais là, sur le Vélodrome. Non, sur le Vélodrome, ça n'a jamais été fait. Je pense qu'il faut beaucoup communiquer, même au sein des clubs. Juste le soir, ils viennent pas, les gens. Alors sur 6 jours, ils vont pas venir. Il y a eu à l'époque, il y avait le Grand Prix des Nations à Bercy, et Bercy, donc c'est 20 000 personnes. Et Bercy, c'était plein tous les soirs. Ça durait 3-4 jours. Mieux, alors. Mais c'était la Société du Tour de France qui... Oui, voilà, il y avait une vraie communication. Et au club de Vélizy, vous avez pensé à organiser un loto pour faire venir du monde? Mais pour le Grand Prix de Vélizy, il va également peut-être avoir des stars internationales également qui pourraient venir. On a des champions du monde junior, des champions du monde senior qui viennent tous les ans. Donc déjà, à chaque fois, on a un très très haut plateau. Ça pourrait attirer plus de monde. On arrive déjà pour un Grand Prix avec des coureurs régionaux à avoir à peu près 1000 personnes dans les gradins à chaque fois. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire une démonstration un jour devant un vélodrome où il y avait 4000 personnes. C'est un réel kiff. C'est vraiment quelque chose de j'avais jamais vécu ça. Et ce jour-là, en plus, on courait avec Quentin et avec Quentin Lafargue et d'autres athlètes de l'équipe de France.
c'était génial, quoi. Et voilà, moi, ce que je veux, c'est pouvoir revivre ces choses avant d'arrêter le vélo, zut. Je pense que ça motive, justement. Non, mais c'est ça. Tu vois, des athlètes vraiment de haut niveau, bien communiquer, mettre des épreuves un peu particulières. Voilà. Le championnat de France, c'est vraiment un problème de communication. judo, c'était des compétiteurs. Voilà, David Douillet, non. Teddy Riner n'était pas là. N'était pas là pour combattre. Maintenant, le vélodrome était plein. Et le vélodrome était plein parce que, pour des raisons économiques aussi, les billets d'accès étaient vendus 10 balles, 10 euros. Alors que quand vous faites une organisation vélodrome, c'est tout de suite 35, 40 euros, on vous demande. Mais c'est pas gratuit. Les gens peuvent pas venir avec leurs enfants, c'est impossible. Eh bien, moi, je préfère voir un vélodrome plein avec 5000 personnes à 10 balles plutôt que 1000 personnes à 30 balles, quoi. Et là, je pense que la fédération se plante à chaque fois. Donc, pour revenir à la question initiale, est-ce que le vélodrome a franchi un palier, selon vous ? Oui, mais parce que je pense que... Mais sans le vélo. Mais sans le vélo, parce que et il faut pas rêver, parce que les organisations qui le sont faites, que ce soit du judo, de la boxe ou d'autres sports, c'est pas la fédération française qui s'en occupe, c'est Vélopolis. Et Vélopolis, c'est la société qui gère le fonctionnement du vélodrome. Donc et avec le soutien de la fédération de judo ou avec d'un promoteur de boxe. Donc ils le font jamais tout seul. Mais c'est bizarre, dès que la fédération française n'est pas la fédération française de cyclisme n'est pas acteur, et ben ça fonctionne. Donc pour moi, ils se disent facile de trouver le coupable. Frédéric Anderson, est-ce que le vélodrome peut devenir l'une des plus grandes enceintes sportives d'Île-de-France ? Le problème, c'est quand on voit la dynamique qui vient de s'enclencher depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On voit qu'ils sont capables d'organiser des gros événements. Le seul problème, comme disait Yann, c'est que ça s'appelle un vélodrome et pas un palais omnisport. Donc, si vous voulez appeler ça un vélodrome, faut mettre du vélo et il faut attirer des gens pour le vélo. Sinon, on appelle ça un palais omnisport et... Par contre, après, ça l'a mis directement en concurrence avec Paris-Bercy. Et la problématique du vélodrome quand même pour certains sports et je suis étonné parce que c'est vrai que quand vous interviewez des spectateurs, personne n'en parle, mais je pense que sur certains événements, les gens sont peut-être quand même un petit peu loin par exemple pour un match de boxe. Apparemment pour le judo, comme on l'entendait avec la judoka, apparemment elle était ravie de l'emplacement. J'ai vu la construction et la configuration. On pouvait voir plusieurs combats en même temps. Voilà, il y avait 6 ou 7 tatamis et ça se fait jamais mutuellement. Mutuellement, il y en a 2 ou 3, je crois, quelles que soient les salles. Donc là, c'est vrai que vous pouvez voir beaucoup. 1, 2, 3, 6, 7, c'est ça, 7. Donc c'était vraiment très très sympa. Et donc du coup, vous en aviez automatiquement un qui était minimum devant vous, même si d'autres pouvaient être plus éloignés. Mais donc pour la boxe, c'est vrai que c'est quand même un round qui est central. Je pense que les gens qui sont dans les gradins du vélodrome peuvent être un petit peu loin quand même. Il aurait fallu enlever peut-être. La piste du vélodrome, la penser autrement peut-être. Voilà, à la conception, est-ce qu'il n'aurait pas pu y avoir des gradins amovibles qui soient installés ? Mais bon, alors là, à chaque fois, ça voulait dire que 15 jours avant, on fermait le vélodrome et l'accès aux abonnés, quoi. Et là, je serais encore moins content, quoi. Je serais pas le seul. Du cyclisme, on va en parler dans notre focus du jour. Dans notre focus du jour, nous allons parler donc de cyclisme. Triste nouvelle pour le cyclisme tricolore, c'était à craindre. L'équipe de l'Armée de Terre ne sera plus dans le peloton l'année prochaine. L'équipe continentale 3e division professionnelle va disparaître dès l'année prochaine sur décision du ministère des Armées. L'équipe avait été créée en 2011 et avait notamment révélé de jeunes talents tricolores comme Julien Alaphilippe ou l'Yvelinois Morgan Kneski. On en a parlé. Gâchis. Pourquoi gâchis ? Parce que c'est du gâchis. Attendez, je vais continuer, on en revient juste après. Alors, on a parlé de budget pour justifier cette décision. L'équipe coûtait un peu plus de 1,5 million d'euros par an, mais visiblement, l'armée pourrait payer les coureurs encore sous contrat pendant 3 ans. Le problème, c'est que le recrutement a évidemment clôturé. La décision a été trop tardive. Est-ce que la décision a été trop tardive, selon vous ? Oui ou non ? On parlera de gâchis juste après. Alors, oui ou non ? Décision trop tardive ? Tu as dit qu'elle était trop tardive, donc je vais dire oui. Vous allez m'écouter, Hélène. Voilà. Pourquoi, Yann ? Pour les coureurs, tout simplement. Le mercato dans le cyclisme, il se commence à la sortie du Tour de France. C'était le 31 juillet. Vous faites une annonce le 15 novembre. Tout le monde a fini son recrutement. Donc en effet, là, il va y avoir une quinzaine de coureurs qui se retrouvent sur le carreau. Donc 13 voilà. coureurs.
Ouais, une quinzaine, excusez-moi. Excusez-moi d'avoir des chiffres approximatifs, Michael. Pour être précis. Donc voilà, ouais, donc 15 coureurs et en plus avec de vrais talents. Comme Morgan Kneski et puis des jeunes qui avaient été recrutés 3 fois champion du monde sur l'américaine, Morgan Kneski. Bien sûr, et avec des jeunes qui avaient été recrutés il y a très peu de temps pour en se disant ben voilà, l'objectif et le projet c'est d'être sur les routes du Tour de France en 2021. Donc voilà, il y avait quelque chose qui était prévu dans la continuité. Et donc voilà, pour moi c'est un réel gâchis et encore une fois c'est parce que des gens qui sont derrière un bureau pour économiser 1,4 million alors que l'image qui était dégagée par cette équipe était vraiment très très bonne. Dans le milieu du vélo, ils ont vraiment gravi les échelons et à partir du moment où ils ont dominé dans le niveau amateur, ils ont essayé très rapidement de passer au niveau professionnel malgré la difficulté parce qu'il y avait une histoire de statut, c'était un petit peu compliqué à ce moment-là. Ils n'ont pas hésité à aller au charbon pour pouvoir finalement réussir à courir dans les rangs professionnels. Ils ont des résultats en plus. C'est pas la plus grosse structure, c'est pas le plus gros budget chez les pros, mais voilà, ils arrivaient à grandir, à grossir petit à petit. Et je trouve vraiment ça dommage parce qu'en plus ils étaient accompagnés par d'autres partenaires qui vont aussi du coup se retrouver sur le carreau, peut-être pouvoir les récupérer pour le Team Master. mais donc voilà, ouais, non, c'est dommage parce que c'était une belle aventure et ça fait des années qu'on les suit, qu'on les regarde. Moi je suis vraiment parce que je suis déçu parce que ce 1,4 million pour moi, je pense que dans le budget du ministère de la Défense c'est une goutte d'eau, donc dommage. Et ils vont continuer à payer. Ils vont continuer à payer les cyclistes sous contrat pendant 3 ans. Mais certainement pas, parce que les gars, ce qu'ils veulent, c'est courir. Et Morgan, il a besoin d'avoir une structure pour pouvoir aller courir sur route. Donc même surtout pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et voilà. Et non, mais Morgan, il veut pas participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est son objectif. Non, Morgan, il veut gagner aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il veut gagner. Ouais, participer, ça l'intéresse pas. Donc voilà. Et donc pour pouvoir gagner, il faut pouvoir aller se frotter au plus haut niveau. On sait bien que voilà, les champions olympiques en titre, c'est Mark Cavendish et son collègue anglais, voilà, ça m'en vient pas, mais c'est pas grave. Voilà, c'est 2 Anglais qui courent chez les professionnels. Donc, lui, il n'a pas le choix. Faut pouvoir aller se confronter au plus haut niveau sur la route pour être bon en américaine. Frédéric Andersen, vous n'étiez pas du même avis que Yann. Je suis pas sûr. Je trouve pas que c'est particulièrement tard par rapport aux coureurs, bien sûr, parce que c'est au niveau du calendrier sportif, c'est trop tard. Le mercato est clos, on peut le dire. Après, je suis pas plus surpris que ça. Je veux dire, élection présidentielle, nouveau gouvernement, nouvelles priorités qui sont affichées. Le nouveau gouvernement n'a pas assuré forcément les choix du gouvernement précédent. Ça avait été mis en place en 2011. Donc c'était le gouvernement précédent qui avait tout mis en place et ils se sont dit nous on a autre chose à faire, surtout que au final c'est quand même le ministère de la Défense, c'est pas le ministère des Sports et je pense que quelque part on peut comprendre que c'est plus la mission, parce que pendant longtemps ça l'a été, le ministère de la Défense avait des équipes militaires de soldats qu'ils envoyaient sur des championnats mondiaux, etc., où on était performant. Mais le paysage sportif a évolué, le sport a pris une position prépondérante et je pense que le ministère des Sports est plus à même de gérer ce genre d'organisation que la Défense, qui elle a pour but de défendre le pays plutôt que d'organiser les équipes de vélo, quoi. Je suis pas du tout d'accord, parce que alors là, je vais parler vous n'êtes d'accord avec personne aujourd'hui. Je vais parler d'un sport mineur qui est le biathlon, et s'il n'y avait pas les douanes et l'armée, on ne serait jamais la plus grande nation. Mais d'un sport mineur, mais d'un sport quand même, d'un sport mineur en France. C'est pas un sport. Le biathlon n'est pas un sport mineur en Allemagne, n'est pas un sport mineur en Norvège, n'est pas un sport mineur dans les pays nordiques. Et c'est un sport qui rayonne énormément. Et aujourd'hui, les athlètes français sont tous des athlètes qui sont ralliés à soit aux douanes, soit qui fait partie du ministère des Sports. Non, ils sont c'est l'armée c'est l'armée ou alors c'est la police qui les rémunère, qui sont payés, ouais, tout à fait. Martin Fourcade et caporal, je crois, caporal chef.
de mémoire. Il faut la vérifier. Non, mais Jean, qui a raison, qui a tort? Je pense que Frédéric a raison. Non, tout simplement parce qu'il a tout à fait raison, dans la mesure où moi je connais le phénomène, donc il a tout à fait raison. C'est politique parce que justement les principaux intérêts des différents ministères ne sont personne de même. Ouais. Les intérêts des principaux ministères, qu'a cité même Yann, que ce soit la police, l'armée ou les douanes, la politique change. La politique a changé énormément et ce n'est plus du tout une priorité. Et on va dire que c'est dans le contexte actuel, il est malvenu de mettre en avant et de mettre de l'argent sur des gens qui font du sport, même si nous, avec notre regard sportif, on dit mais ils représentent quelque chose. Mais c'est un regard sportif. Vous avez de l'autre côté des regards administratifs qui vous disent non, moi ça me coûte 1,4 million. Donc 1,4 million, moi j'ai autre chose à faire avec 1,4 million que de faire du sport à des gens. Voilà ce qu'on vous répond. Et c'est uniquement la raison politique qui fait qu'aujourd'hui, on voit la disparition de cette équipe cycliste. Et pourtant, on ne se pose pas la question. Voilà, on voit Julien Alaphilippe, qui a participé au Tour de France notamment, qui est sorti de là. On peut se dire également que c'est une aide au ministère des Sports, par exemple. Alors, c'est une aide au ministère des Sports, mais et encore une fois de plus, Frédéric l'a bien dit. Pourquoi le ministère des Sports ne reprend pas à son compte tous ces sportifs-là ? Parce que finalement, c'est ni plus ni moins se décharger sur les autres ministères, puisque c'est eux qui payent, parce que les gens appartiennent à telle corporation, que ce soit des douaniers, des policiers ou des militaires. Et donc ça permet au ministère des Sports de simplement donner une subvention pour dire vous avez des sportifs de haut niveau dans votre corporation, donc on vous donne une petite subvention, mais au lieu de payer 1,4 million par exemple, ils doivent peut-être donner 400 000 quoi. Surtout qu'ils le font déjà à l'INSEP. Par exemple, les sportifs de haut niveau sont employés à temps partiel à la Poste ou à la RATP sur d'autres fonctions publiques. Donc, ils sont capables de le faire. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est pour le ministère des Sports de récupérer cette mission-là, qui est exactement dans ces missions. Il faut savoir que, par exemple, l'exemple concret que j'ai très rapidement, c'est au niveau de la police. Au niveau de la police, il existait des sportifs de haut niveau et des sportifs de valeur nationale, ce qu'on appelait, avec des avantages au niveau administratif et avec des budgets donnés par l'administration, par le ministère de l'Intérieur. Ces avantages se sont arrêtés en janvier 2010, c'est-à-dire que la politique fait qu'il n'y a plus de sportifs de haut niveau rattachés à la police. Il n'y a que des contrats images maintenant. Voilà, donc c'est juste pour schématiser très rapidement. En tout cas, s'il y en a un qui a... Moi, je sais le faire rapidement. En tout cas, s'il y en a un qui a bien senti le coup, c'est Benjamin Thomas qui est parti à la FDJ pour 2 saisons, juste avant l'annonce. Yann, un commentaire là-dessus? Il avait senti le coup? Oui, peut-être qu'il avait senti le coup, bien sûr, oui, parce que en effet, parce qu'il savait bien que le contrat était pas renouvelé. Ce que disait Frédéric, voilà, en effet, changement de gouvernement, il y avait des alertes qui pouvaient être émises. Benjamin, il a bien joué. Après, il a eu la proposition aussi de la FDJ. C'est pas non plus. Et puis, s'il a eu la proposition, c'est qu'il l'a mérité. Maintenant, je pense que Morgan mérite aussi d'avoir une place dans un groupe sportif. Son compère de l'américaine. Voilà, dans un groupe sportif professionnel pour pouvoir simplement aller rayonner sur la piste et puis même sur la route parce que il sera aussi très, très compétitif. Voilà, on va clôturer cette page cyclisme. Yann, vous pouvez un petit peu souffler. On va passer maintenant à notre rubrique débat. Nous allons prendre le large dans cette rubrique débat. La 13e édition de la Transat Jacques Vabre s'est terminée mi-novembre. Les 2 bateaux yvelinois ont terminé à la course. Le Versaillais Tanguy de la Motte et sa coéquipière Samantha Davis. Trop de vélo, Jean-Miss. Voilà, on passe à la voile. Je ne sais pas si ça vous serez plus inspiré. Alors en tout cas, le Versaillais Tanguy de la Motte et sa coéquipière Samantha Davis ont terminé à la 6e place du classement en IMOCA en 15 jours, 3 heures, 59 minutes et 46 secondes. Ils ont devancé le bateau Bureau Vallée du rambolitain Louis Burton qui a pris la 7e place de la course avec sa femme Servane Escoffier à quelques heures de Tanguy de la Motte. Une petite déception pour ce dernier qui espérait accrocher le podium avec son nouveau bateau équipé de foil. Mais il s'est fait piéger par le vent au milieu de la course. Mais pour Louis Burton, l'expérience reste positive. On l'écoute. C'est une machine qui est très exigeante parce que comme ça va très vite pour un monocoque de cette taille-là, c'est un comportement assez violent.
c'est un peu de la survie à bord. Hein. Ça tape beaucoup dans les vagues, ça accélère très fort, ça freine quand ça rentre dans les vagues d'après. Donc il y a tout un apprentissage pas tellement des manœuvres, mais en tout cas de la vie à bord d'un bateau à foil comme ça. Et ça permet de prendre aussi la mesure de ce qu'il va falloir supporter pendant le Tour du Monde, qui est dans 3 ans, qui va durer entre 70 et 80 jours. On avait donc 2 optiques sur cette course pour nos 2 Yvelinois. Louis Burton qui voulait grimper sur le podium avec son nouveau bateau. Un IMOCA équipé de foils, des ailes sous le bateau qui permettent de voler, on peut le dire, sur l'eau. De son côté, Tanguy Lamotte voulait terminer sa carrière en beauté et surtout sauver 13 enfants grâce à son association Initiative Cœur. Finalement, il en a sauvé 25. La question sur ce thème, les 2 Yvelinois ont-ils réussi leur course par rapport à leurs objectifs? Oui ou non? Voilà. Ah non. Vous êtes contre tout le monde, Yann? Seul contre tous. On fait un petit duel entre vous, Hélène et Yann? C'est parti. Moi, ça va être vite fait. Mais non, mais au final, il y avait 2 objectifs. Il en a fait un des 2. C'est sûr qu'après, il y avait son objectif sportif de faire un dernier podium. Voilà, ça n'a pas été le cas. Il a eu des. Oui, il y a ça, mais personne n'a abandonné. Au dernier en Vendée plus, Globe, il a abandonné au bout de 2 semaines. Oui, pour un problème de mât. Pour Tanguy Lamotte, bien sûr, je précise. Il a perdu son mât. C'est ça. Mais non, il y a quand même un des 2 objectifs de réaliser. Maintenant, c'est sûr que ça ne se termine pas sportivement aussi haut que ce qu'il aurait voulu pour une dernière course. Donc pour Tanguy, bilan mitigé, mais on va dire positif au niveau des enfants. Oui. Par contre, pour Louis Burton, pour vous, l'objectif est rempli ou pas? Quand on voit que Louis Burton a terminé à 7e de la course, alors qu'il visait le top 3. Oui, non, là, je pense avec un nouveau bateau. Oui, bon, après, nouveau bateau, pas d'expérience. Il n'a pas sauvé d'enfants. C'est pas la marque de vêtements, hein, Burton. Non, je me doute pas. Est-ce que tu vois du blond? Il a sauvé les petits chats. Il a sauvé les petits chats, peut-être. Ah, peut-être. Yann. Non, ouais. Non, on peut être que voilà, quand on veut chercher le podium et qu'on termine 6e ou 7e, on n'a pas atteint son objectif. Maintenant, c'est pas non plus négatif puisque on apprend aussi dans la défaite. Je l'ai déjà dit, donc c'est ce qu'il disait. C'est un nouveau bateau, c'est une première expérience avec ce bateau. Ils ont pris contact avec ce bateau et ils ont appris pendant cette traversée. Il faut leur souhaiter que pour la suite ça se passe bien. Ça se passe mieux. Et on l'a entendu dans l'interview, son objectif, c'est le Vendée Globe. Ce n'était pas forcément la Transat Jacques Vabre, même s'il espérait tout de même faire une 3e place avec un bateau qui est celui d'Armel Lecléage, qui a remporté le dernier Vendée Globe. Oui, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Pourquoi le bateau fait pas tout. Une Formule 1, tu mets au volant d'une Formule 1, je serais dernier sur la grille, comme 95%, 99% des... Maintenant, voilà, c'est pas toujours le matériel qui le fait, et c'est ce qu'on avait dit, puisque en effet, sur le Vendée Globe, le foil leur avait permis au premier de battre l'ancien record, mais les suivants n'avaient pas tous battu le record malgré des foils aussi sur les bateaux. Donc voilà, c'est des choses. Ça a permis moins d'abandon. En tout cas, sur cette Transat Jacques Vabre, il y a 100% des IMOCA qui sont arrivés. Tant mieux. Contrairement aux années précédentes où il y avait du 80-90%. Donc c'est quand même une traversée où il y a quand même peu d'abandon en général. Bon, voilà, ils ont eu des conditions qui étaient peut-être un peu optimum. Le matériel aussi qui s'améliore certainement. D'expérience en expérience, même si la voile c'est pas un sport récent, c'est pas un sport neuf. Maintenant, voilà, oui, c'est des beaux bateaux, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et qui mérite, parce que ce sont quand même de vrais sportifs accomplis aussi, parce que il faut les piloter, ces monstres, parce que là, quand on les voit au milieu de l'océan, ça ressemble à rien, mais quand on va les voir dans les ports, voilà, c'est vraiment impressionnant la taille de ces bateaux. Il faut avoir les coronesses bien à sa place pour y aller et s'y mettre à 2. Pour le piloter et l'emmener pendant une quinzaine de jours. Voilà. Ça sent la blague, Jean. Si, je t'ai vu. Jean, vous qui êtes plus un spécialiste de pédalo, on peut le dire, plutôt que de voile, est-ce que vous êtes satisfait quand même de la course
de Louis Burton. Bien sûr que je suis satisfait. Il est rentré, il a sauvé 25 enfants, c'est bien ça. Non, Louis Burton, là c'est Tanguy Lamotte qui a sauvé 25 enfants. Et pourquoi de la noyade ou... Non. Problème cardiaque. Problème cardiaque. Il a ramené 25 à la fois. Il devrait jouer au loto. C'est lui qui est parti avec sa femme? Non, c'est Louis Burton qui est parti avec sa femme. Ah, je Il les y a mélange deux tous les deux. Yvelinois. Je les mélange tous les deux. Et Louis Burton est parti avec sa femme, il vient de Rambouillet. Il vient de Rambouillet. Et Tanguy Lamotte vient de Versailles et il a sauvé 25 enfants. 25 grâce à enfants. son opération avec Initiative Cœur. Grâce à l'opération. Ben, je trouve ça très bien. Très très bien, c'est fantastique. Il a sauvé des enfants, on peut dire bravo, merci. Merci. Monsieur Burton, peut-être qu'il s'il n'était pas parti avec sa femme, peut-être qu'il aurait fait mieux. Mais bon, ça, on ne le saura jamais. Rapidement, Frédéric Anderson n'a pas parlé sur la question. Initiative Cœur. Merci. C'est quand même une association qui est très importante. C'est des enfants qui ont des problèmes cardiaques dans des pays défavorisés, ou qui ne sont pas équipés, qui sont accueillis en France et qui sont soignés par des chirurgiens en France. Et donc l'objectif de cette association, c'est de trouver des familles d'accueil pour le mois ou peut-être, je ne sais plus si c'est 1 mois, 2 mois ou 3 mois, le temps d'hospitalisation pour pouvoir soigner ces enfants. Donc en effet, c'est très très important et cette association a un vrai but. Mais il les a pas ramenés sur le bateau. Non, il les a pas ramenés sur le bateau. Voilà, donc il faut en parler, intelligemment. J'aime beaucoup cette association. Très rapidement, vous avez 30 secondes pour Louis Burton, Frédéric Anderson. Il voulait faire top 3, il a fait top 7, c'est raté. C'est raté. C'était le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 14 décembre pour la dernière émission de l'année. Et oui, déjà. Et on va terminer par une citation d'un célèbre footballeur, le King Eric Cantona. Je ne joue pas contre une équipe en particulier. Je joue pour me battre contre l'idée de perdre. Je vous laisse. À bientôt sur TV 78. Bon,